Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 23. Cette chronique sans prétention essaiera d'établir la problématique de la crise systémique et plus précisément la crise conductrice qui est la crise de la civilisation occidentale puisque c'est elle qui aujourd'hui, je dirais, marque le ton en matière d'organisation mondiale. Et puis, n'ayons pas peur de le revendiquer, c'est quand même la civilisation occidentale qui aujourd'hui entraîne et, je dirais, influence les autres civilisations. Alors, dans cette civilisation auquel nous appartenons, dont je revendique le fait d'appartenir, il y a des éléments, je dirais, positifs, ô combien, et ma foi, des éléments négatifs. Alors, les crises actuelles, économiques, sociales, écologiques, démocratiques, idéologiques, on peut considérer qu'elles sont effectivement enchevêtrées. Tout d'abord, elles marquent les impasses dans lesquelles conduisent non seulement un système capitaliste qui atteint des limites, mais aussi une conception des rapports des hommes à la nature et entre eux. Jamais la conscience de l'unicité du monde n'a été aussi forte, par le biais, bien entendu, des nouvelles technologies, du rapport du dialogue par les autoroutes de communication, qualité, bien entendu, d'Internet. Alors, peut-on vivre ensemble dans ce monde sans remettre en question les valeurs, les principes, les conceptions que, sous le nom de mondialisation, le capitalisme occidental, puisque c'est bien ce capitalisme qui aujourd'hui est la panacée et le référent du monde tel qu'il est établi, et qui, bien entendu, cherche à étendre au monde, je dirais, dans son entièreté. Alors, ne faut-il pas penser au contraire à une mondialité? C'est-à-dire, quand je dis mondialité, je ressors un peu les vieux canons de l'internationalisme, de ce que je comprends moi-même dans ce qu'on appelle les internations, c'est-à-dire les nations qui vivent, je dirais, en tant que nations, mais qui ont conscience de faire partie du commun. Et bien entendu, dans le respect du dialogue et, je dirais, la communication des cultures, ne vit-on pas au total une crise de civilisation qui en appelle une conception, je dirais, radicalement nouvelle? Alors, avec cette crise au plan économique, mais aussi au-delà de l'économie, puisque aujourd'hui, c'est ce qui, finalement, prend un caractère, je dirais, premier. Il s'agit d'une part d'une crise systémique, véritablement radicale, et d'autre part, y interfèrent tous les plans de la vie en société. Alors, c'est une véritable crise de civilisation. La civilisation occidentale est désormais mondialisée. Et les éléments, je dirais, qu'on pourrait définir désormais, définissant la nature de la crise systémique, des hypothèses sur des défis, son tournant récent ainsi que ses perspectives et enfin des axes de proposition pour en sortir et aller vers une nouvelle civilisation. Alors, par hypothèse, si je peux me permettre un petit point de rappel, une civilisation concerne deux systèmes. Le système économique, qui permet à l'individu de s'organiser, bien entendu, de répondre à ses besoins les plus élémentaires, et puis en même temps pouvoir s'investir dans le domaine du développement.
et je dirais le système que je qualifierais plutôt d'anthroponomique, ça veut dire le social et non l'économique. Donc, il y a deux conceptions. Quand dans une société l'économique est plus ou moins résolu et que le social, le système d'organisation est plus ou moins résolu, il est bien évident que j'inclus dans le système social le système des valeurs ou même le système de certaines croyances où on en extirpe finalement au fond une praxis ou une doxa des valeurs. Bon, bien entendu, j'entends les religieux me dire oui, il y a aussi un système de valeurs de religieux. Mais je l'inclus dedans puisque finalement au fond, mon analyse se combine sur une réflexion philosophique dans une dimension sociale. Alors, ainsi, je dirais que leur combinaison dans un cadre géographique et historique déterminé pour un mode de vie et de créativité, car c'est en cela aussi que les choses sont assez importantes. Notre civilisation se rapporte à l'économie du capitalisme et à l'anthroponomie du libéralisme, dans le cadre bien entendu occidental de l'Europe. Guidée et dirigée, n'ayons pas peur de le dire, hein, c'est une réalité, ce n'est pas une critique acerbe, mais c'est une réalité, c'est un constat, hein, dans le cadre occidental de l'Europe et des États-Unis du XVIe siècle à nos jours. Alors nous arrivons effectivement aujourd'hui à une crise, je dirais, de la civilisation occidentale, et cette crise est immense puisqu'elle entraîne également des doutes chez beaucoup de nations qui ont, je dirais, pris exemple sur je dirais, ce modèle de société. Et cette mondialisation est un des facteurs de sa crise radicale, tendant à déboucher sur une civilisation de toute l'humanité au-delà de la mondialisation occidentale. Alors essayons de faire un exercice comptable concernant les éléments sur les crises du capitalisme jusqu'à sa crise systémique actuelle. Bon, tout le monde sait pertinemment que le système capitaliste, caractérisé par les rapports entre salariés et capitalistes recherchant, je dirais, la rentabilité des capitaux et leur accumulation, qui est affecté bien entendu par des crises périodiques. Alors ces crises sont définies par une surproduction, aussi à l'opposé des illusions sur l'autocorrection du système. Devenue dominante avant la récession mondiale de 2008-2009, hein, rappelez-vous, Bob Krugman, un prix Nobel d'économie en 2008, publie en 2009 un ouvrage où il oppose à ce qu'il appelle la doctrine fanatique de l'économie de l'offre. Les insuffisances de la demande globale, selon l'expression keynésienne, à la déclaration de Robert Lucas, un prix Nobel d'économie en 1995, selon lequel, je dirais, le principal problème de la prévention de la dépression a été résolu en pratique. Alors derrière l'insuffisance de la demande globale, il y a l'opposition entre capital et salarié. Au fondement des crises de surproduction, Marx avait analysé l'excès d'accumulation par rapport au profit, où la surcumulation, je dirais, des capitaux sur cette suraccumulation résulterait, selon, je dirais, l'analyse néo-marxiste, après une phase de croissance de l'emploi aboutissant bien entendu à une montée des salaires et de la consommation salariale, contre bien entendu le profit. Alors à la réponse capitaliste, du remplacement accéléré de salariés exploités pour le profit ou par le profit, par des machines-outils. Alors, en effet, on peut considérer que les machines-outils remplaçant les mains caractérisent
la révolution industrielle, dont le développement conditionne la je dirais oui, la productivité et la créativité du système capitaliste, d'où inévitablement l'excès, oui effectivement, d'où je dirais l'excès d'accumulation en machines, en moyens, matériels bien entendu, et donc de production par rapport à l'insuffisance de la consommation salariale. Et sans bien entendu oublier les difficultés de la rentabilité des capitaux. Alors, pour faire simple, cela concerne ainsi des crises cycliques avec phase de croissance, puis crise avec des cycles dits de Juglar, de moyenne période, de 7 à 12 ans, et les cycles dits de Kondratiev, de longue période, de 48 à 60 ans. Alors ces derniers comportent une longue phase de tendance ascendante et de longue phase de tendance aux difficultés qui correspond à une crise systémique comme celle de l'entre-deux-guerres mondiales, rappelez-vous. Alors à une suraccumulation, je dirais, relativement durable des capitaux dans la production répondent la progression de l'accumulation financière et aussi de nouvelles technologies, économisant le capital matériel, diminuant le rapport capital-produit, ou en d'autres termes, je dirais, faisant monter le rapport produit-capital. Cela entraîne, en plus de l'économie de travail direct, des pensées, je dirais, pour ne pas commettre d'erreurs, l'économie du travail contenue dans les moyens matériels en contribuant ainsi au chômage massif, inévitablement, bien entendu. Alors, on est sorti de la crise du capitalisme de l'entre-deux-guerres par des aménagements, voire des transformations systémiques permettant de relever la demande globale, notamment, je dirais, en investissement, en faisant reculer l'exigence de rentabilité dans les secteurs lourds. Et c'est le développement du secteur public, des nationalisations en Europe, ou qu'on pourrait qualifier de public utility aux États-Unis, permettant la relance des groupes privés monopolistiques, mais aussi des progrès sociaux comme la sécurité sociale dans ce que l'on a pu appeler le capitalisme monopoliste d'État, ou qu'on pourrait également taxer d'une façon plus vulgaire de capitalisme d'État social, ou encore l'économie mixte, du welfare state. Donc, après une longue phase de croissance, nous sommes entrés vers 1967 à 1974 dans une nouvelle crise systémique, mettant notamment en cause l'importance du secteur public avec son allongement indéterminé. Rappelez-vous un petit peu, c'est à ce moment-là que l'école de Chicago, Milton Friedman, a commencé ses analyses sur sa doctrine de la destruction du service public. Je vous renvoie à lire de Milton Friedman Liberté et capitalisme, livre très très intéressant s'il en est. Alors, les éléments, je dirais, sur les crises du libéralisme jusqu'à la crise de la civilisation qui est encore en cours aujourd'hui. Donc, dans la civilisation occidentale, le libéralisme se rapporte à ce que je déterminerai, ou je pourrais encore une fois rappeler ce que j'ai nommé l'anthroponomie ou la transformation historique de la nature humaine. Car cette nature humaine a été, bien entendu, je dirais, modifiée par le rapport à la technicité aux hautes technologies, par le biais d'un nouveau mode de dialogue, un nouveau mode de fonctionnement. Et cela concerne les aspects non économiques de la société avec leurs 4 moments. Le moment parental, les activités de travail ou de production, comme transformant les êtres humains notamment au plan psychique, qu'on appelle également le politique,
et sans oublier le culturel. Alors bien entendu, dans le culturel, j'y inclus aussi les croyances religieuses. Alors il s'agirait tout d'abord d'avancer de façon systémique, au-delà des analyses de Marx et des divers chercheurs sur ces questions. Marx, sans employer l'expression anthroponomie, avait travaillé sur ces problèmes non économiques et même distingué en fait les deux systèmes d'une civilisation en déclarant notamment dans le Capital qu'en même temps qu'il s'agit sur la nature extérieure et la modifie, transforme de la nature extérieure en produit qui est pour Marx le cœur du système économique. En fait, l'homme, tel qu'il est défini, modifie sa propre nature. Le libéralisme et sa créativité sont caractérisés par les rapports contractuels entre les individus, libres et égaux, en droit, mais inégaux du point de vue de la disposition des moyens matériels et culturels. Le libéralisme est fondé sur des relations de délégation représentative. Je vous renvoie à lire Adam Smith, qui est un des pères, mais qui, à mon sens, n'était pas un fanatique. Je dirais, sa conception du libéralisme était quand même, je dirais, plus tranquille. Alors, effectivement, même si ces délégations se retrouvent dans les 4 moments de l'anthroponomie, délégation aux chefs de famille, aux chefs d'entreprise, aux élus des assemblées, aux chefs de gouvernement et d'État, aux auteurs pour la culture, aux écoles de pensée, je dirais que les rapports de délégation, de pouvoir s'appuient sur des représentations objectivées, dominées par les délégués en relation avec les moyens de l'imprimeur. Ainsi, aux crises systémiques de suraccumulation durable des capitaux correspondraient des crises de surdélégation représentative, c'est-à-dire d'excès de délégation et de représentation relativement coupée des réalités sociales transformées. C'est finalement au fond le problème que nous avons aujourd'hui. Et cela se rapporte notamment à la crise mondialisée du moment politique, c'est la montée des désaffections pour les élus avec la progression de l'abstention ou encore des protestations pour des alternatives extrêmes de gauche ou de droite ou encore la réponse du conservatisme plus ou moins exacerbée. Cela finalement au fond correspond dans une certaine mesure aux distinctions d'Albert Otto Hirschman des 3 réactions dans les crises, je dirais, des États et des organisations qu'il appelle Excite, c'est-à-dire en fait la sortie. Également Voice, protestation, et Loyalty, le loyalisme. Cependant, je voudrais préciser que ces dissociations affectent aussi les rapports parentaux, les activités de travail, la culture, avec la crise des autorités établies les concernant. Nous désarticulons finalement au fond tous ces corps qui, finalement, pendant une certaine période, travaillaient à l'unisson et en cohérence. Alors la réponse aux crises des délégations représentatives excessives se fait par un élargissement des références, des délégations, des représentations. Ainsi, après je dirais, la crise systémique de l'entre-deux-guerres, c'est l'élargissement de la démocratie libérale avec ses références sociales nouvelles. Rappelez-vous, l'économie sociale de marché, l'importance des questions sociales et des salariés, le vote des femmes, la sécurité sociale dans les États-providence occidentaux, ou encore à l'opposé des colonies, la montée des nations en développement, se voulant indépendantes dans le monde entier, et l'institution, bien entendu, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cependant, je dirais qu'après la longue phase d'expansion succédant à la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes entrés dans une crise systémique actuelle. Par hypothèse, avec cette crise de civilisation, il s'agirait d'une crise systémique radicale, c'est-à-dire pouvant mettre en cause, bien entendu, l'existence du même système
ou du moins sa domination en raison de véritables révolutions des opérations techniques et sociales. Alors, je vous ai fait une petite analyse un peu, je dirais, borderline, c'est-à-dire un peu moyennement complexe, mais qui a son importance. Cela va constituer un premier volet, bien entendu, puisque l'analyse d'une crise systémique est assez complexe. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à la prochaine chronique. Merci à vous.